êtes sur le média du développement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Vous êtes dans votre émission le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h, temps universel. Ici, vous le savez, nous vous faisons l'analyse et le décryptage de l'actualité avec l'aide de nos débatteurs et de nos différents invités. Vous nous regardez à la télé sur Canal 410. À la radio, c'est sur la 89.5. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux synchronisés Facebook, YouTube ou télécharger notre application mobile Kavi Media via Play Store ou App Store pour suivre tous nos programmes. Au menu de ce matin, à un mois de la présidentielle du 28 décembre 2025, la direction générale des élections DGE a réuni ce samedi 22 novembre l'ensemble des candidats pour une concertation de haut niveau. Objectif, assurer une meilleure coordination entre les acteurs, mais aussi garantir un processus électoral transparent et apaisé. Au centre des échanges, l'accompagnement financier de l'État, la sécurisation des candidats durant la campagne et la désignation des délégués dans les bureaux de vote et les CACV. Décryptage donc à suivre dans cette émission. Le Conseil national de la transition CNT a examiné ce samedi un nouveau projet de loi portant sur le régime des partis politiques et des organisations à caractère politique. Le texte propose un cadre beaucoup plus strict pour la création de nouveaux partis en Guinée. S'il est adopté, toute formation politique devra désormais présenter au moins 11 membres, j'y arrive, fondateurs dans chacune des 46 localités du pays, soit un minimum total de 506 membres fondateurs, dont 30% de femmes. Une réforme qui pourrait profondément redéfinir le paysage politique national. Pour en parler, nous recevrons Midou Bari, président du PCIDIC, dans cette émission. En visite officielle en RDC, l'émir du Qatar a paraphé une série d'accords majeurs dans un contexte où le processus de paix demeure fragile. Accueilli par le président Félix Tshisekedi en personne, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, j'y arrive, a effectué sa toute première visite en République démocratique du Congo, a affiché des ambitions économiques et diplomatiques fortes. Si plusieurs partenariats stratégiques ont été conclus, la question sensible de la paix à l'est du pays a, elle, été abordée surtout en coulisses. Mais ces nouveaux accords bilatéraux peuvent-ils réellement contribuer à consolider une paix durable dans la région? Élément de réponse à suivre. Installez-vous, mesdames, messieurs, confortablement. C'est maintenant que le débat commence. Et c'est parti pour 1h30 de débat. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité renouvelée à ce programme. Sur ce plateau, avec moi pour débattre des sujets, Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Fatou Kébé, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous Fatmata Khan. Bonjour à vous aussi Kébé, c'est un plaisir d'être ici. Ah, il est partagé, j'allais le dire. À l'approche donc de la présidentielle du 28 décembre 2025, la DGE a réuni ce samedi 22 novembre tous les candidats. Objectif, coordonner les actions, clarifier les règles et garantir un processus électoral transparent et apaisé. Financement, sécurité, présence dans les bureaux de vote. Les discussions donc ont été donc axées sur ces 3 points, Fatoumata Khan. Oui, Kébé, à la DGE ce samedi, les candidats en lice ont longuement échangé avec la direction chargée de l'organisation de la présidentielle. La rencontre intervient à plus d'un mois de l'échéance. Il faut mentionner que cette réunion était peut-être la dernière occasion avant la campagne de mettre carte sur table. Plusieurs points ont été abordés. En premier lieu, le financement public des candidats. Sur ce plan, la DGE a d'abord rappelé les règles, les plafonds et les justificatifs, une manière d'éviter les soupçons d'inégalité entre candidats. Elle a ensuite expliqué les dispositions relatives à l'octroi des subventions aux candidats et les
modalités de justification des conformément aux articles 274, 281, 282 et 283 du Code électoral. Cet appui vise à garantir l'équité entre les différents prétendants, mais un message à retenir, l'argent public implique des comptes clairs. Eh bien, il a aussi été question de la sécurité des candidats, Fatoumata Kane. Effectivement, et c'était le moment le plus attendu peut-être, en collaboration avec les services compétents, la responsable de la DGE ont présenté les mécanismes prévus pour assurer la protection des candidats tout au long de la période électorale. Dans la salle, certains candidats ont posé des questions et les responsables sécuritaires ont tenté d'assurer dans un contexte où les tensions politiques peuvent surgir à tout moment. La désignation des délégués était aussi à l'ordre du jour, hein? Comme il fallait s'y attendre, la désignation de délégués dans les bureaux de vote et les CACV était évoquée. Les participants ont passé en revue les procédures de nomination des représentants des candidats dans le bureau de vote et au sein des commissions administratives de centralisation des votes, étape cruciale pour garantir la transparence des opérations. Bien, merci donc à vous, Fatoumata Kane, pour ce décryptage. Pour le tour de table, cette question, comment garantir l'application de ces mesures sur le terrain pour éviter tout désagrément, Mohamed Leba? Je crois que c'est simple par rapport à cette question. Ça revient encore une nouvelle fois aux différents acteurs, notamment impliqués dans ce processus électoral. On n'est pas loin du bout du tunnel parce que le 28 décembre n'est plus loin. Ce n'est que, disons, quelques semaines maintenant qui nous séparent de cette date qui pourrait s'avérer historique pour la République de Guinée parce que ça va mettre fin, disons, à la transition que nous traversons depuis, disons, maintenant près de 4 ans ou 4 ans pratiquement, parce que 2021-2025, cela fait 4 ans, nous sommes en novembre et je crois que ça fait pratiquement 4 ans maintenant que nous sommes dans cette transition. Donc cela permettra à la Guinée de connaître un nouveau président démocratiquement élu, mettre fin à la transition, et par rapport à l'application disons de ces différentes règles-là, encore une nouvelle fois, il faut impliquer directement la direction générale des élections parce que c'est elle aujourd'hui quand même qui s'avère étant comme l'arbitre sur le terrain à, disons, appliquer ces différentes règles-là ou à faire respecter ces différentes règles-là. Nous avons 9 candidats en lice. Déjà, ça nous fera beaucoup d'économies en temps et en énergie parce qu'on ne se retrouve pas avec une pléthore, disons, de candidats à gérer. Il s'agit là, quand on parle de financement public de la campagne, les modalités d'octroi des subventions de l'État aux candidats et puis les obligations de transparence liées à l'utilisation de ces fonds. Déjà, la fixation notamment des fonds que ces candidats doivent utiliser, notamment dans la campagne qui s'ouvre, disons, c'est déjà connu. Il s'agit maintenant de discipliner les uns et les autres, surtout sur leur manière d'utiliser ces fonds-là. Et de l'autre côté, il s'agit de la sécurité des candidats. C'est opportun, c'était très opportun que cette question soit discutée, disons, de fond en large par les personnes les plus impliquées ou les plus concernées par cette question. Vous le savez très bien, à quelques jours, disons, de ce scrutin majeur dans notre pays, il est quand même important de mettre les bouchées doubles, notamment pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, non seulement du scrutin, mais aussi des candidats qui doivent participer. Ils doivent se sentir en sécurité, personne ne doit se sentir menacé. Et de l'autre côté aussi, d'autant plus qu'on le fait pour la sécurité, disons, de ces personnalités-là ou de ces candidats en liste, il faut le faire aussi pour la sécurisation, disons, du scrutin. C'est-à-dire avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin. Tout cela, c'est pour exempter, c'est-à-dire ce scrutin, de toutes des réclamations ou, disons, de tout cas. Et non, contestation, c'est possible qu'il y en a avec, disons, des candidats qui, disons, après tout, pourraient
se dire on n'est pas Peut-être d'accord, lié au résultat, porter des griefs notamment à la DGE, parce qu'aujourd'hui c'est elle qui fait quand même office de CENI chez nous. Et c'est elle qui organise cette élection. Et elle se doit aujourd'hui s'assurer quand même que toutes les règles soient respectées, disons, à la lettre. De l'autre côté, on parle de la représentation dans les bureaux de vote. C'est déjà de coutume dans notre pays, à l'approche de chaque scrutin présidentiel, on réunit quand même les formations politiques et qui sont en lice pour cette élection, que ce soit les législatives ou la présidentielle, pour les enseigner du mode de fonctionnement, comment ça va se passer. Et je crois que la DG était dans son rôle. Et selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, on a l'impression que les candidats en lice y adhèrent à cette idée de la DG. Chacun de son côté salue, disons, la réunion qui s'est tenue. Et finalement, on attendra de voir l'opérationnalisation de tout cela sur le terrain. Est-ce que les uns et les autres, parce que je crois que les points discutés, ça ne va pas être quand même, ça ne va pas coûter un bras, de respecter ces différentes règles-là. Encore une nouvelle fois, ça dépendra du niveau d'implication de la Direction générale des élections. Eh bien, alors, Yaya Diallo, est-ce que ces mesures mises en place par la DGE, que ce soit sur l'apport financier de l'État ou la sécurité des candidats ou même la désignation des délégués dans les bureaux de vote et les CACV? Écoutez, je crois que nous sommes dans un processus normal. C'est vrai qu'on peut se poser sur un certain nombre de questions. Pourquoi maintenant? Puisque nous avons quand même connu ici une classe politique qui criait à l'exclusion dans le cadre du processus électoral. Mohamed vient de rappeler ici un principe connu de tous les processus électoraux à travers le monde. C'est-à-dire que ces 3 points qui sont très essentiels. Le premier point, c'est l'avant-scrutin, pendant et après le scrutin. Donc, ce sont des éléments très essentiels et qui nécessitent l'implication de tous les acteurs concernés pour pouvoir garantir la crédibilité du scrutin. Alors, jusque-là, les acteurs politiques dans l'ensemble crient à l'exclusion parce que tout simplement, ils n'ont pas été associés dès au début dans le cadre de ce processus-là. Alors, finalement, peut-être on a compris par là qu'on attendait qu'il y ait une décantation et de savoir avec qui on va discuter pour ne pas mettre tout le monde là-dedans. Je crois que la stratégie a fonctionné parce qu'aujourd'hui, à travers le temps, on s'est rendu compte que oui, beaucoup se sont volontairement ralliés à la cause d'un candidat parmi les 9 qui sont en liste. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le dialogue, ou si vous voulez, les discussions se passent entre les 9 candidats retenus vis-à-vis de nos institutions qui sont concernées, y compris la DG, le ministère de l'administration du territoire et tout ce qui s'ensuit. Nous avons aussi l'organe autonome de gestion des élections qui doit pouvoir aussi être impliqué là-dedans. C'est vrai que la mise en marche de cette institution avait pris assez de temps, parce que c'est à l'occasion, disons, à la veille même de la tenue du scrutin, que tout cela se tenait. Alors finalement, on s'est rendu compte qu'au niveau de la DG, il faut pouvoir accompagner financièrement les 9 candidats ayant pris part à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. C'est quelque chose de très fondamental. Vous savez très bien qu'au niveau de la charte des partis politiques, c'était prévu que l'État puisse subventionner les partis politiques. Mais ça fait un bon bout de temps. Ça ne se fait pas. Et là aussi, les critères sont définis et n'est pas subventionné, c'est lui qui le veut, mais c'est celui qui le mérite. Donc, les partis politiques en Guinée, ici, on a tendance à dire que tous les partis, c'est valent. Mais en réalité, il y a de ces partis, encore une fois, de par leur constitution, par leur fonctionnement, qui, disons, ont ce qu'on appelle une base électorale, donc on sait qui impose un respect vis-à-vis de ces formations politiques-là. Alors, finalement, on a décidé de les accompagner. Je pense que, bien avant même qu'on en arrive là, déjà, la DG avait pris quand même la peine de pouvoir mentionner tout ce qui est permis et tout ce qui est interdit dans le cadre de ce processus électoral. La première des choses, c'était sur la caution. Vous savez, ça prêtait à débat. Il y avait des suspicions ici et là. Et finalement,
la DG avait tranché en fixant la caution à 900 millions et le plafonnement, disons, à 40 milliards. Donc, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Je crois que c'est déjà la situation était déjà là. C'était une machine qui était en marche. Peut-être que c'était justement, puisqu'on ne savait pas il y avait combien de candidats, peut-être qu'ils ont bien voulu justement désormais discuter directement avec les 9 candidats sur des propositions qui vont être saluées par les acteurs concernés, parce que de toute évidence aujourd'hui, ce sont des formations politiques qui ont besoin d'être accompagnées institutionnellement, mais aussi financièrement. Alors, certains vous diront que c'est quelque chose qui devrait venir disons, en aval, c'est-à-dire qu'après les élections, et savoir qui pèse quoi. Donc, il y aura déjà ceux qui auront plus de 5% du suffrage universel exprimé, disons, reprendront leur caution. Donc ceux qui n'arrivent pas à ce stade-là perdront tout simplement. Donc je pense que ça allait être une occasion assez légitime pour pouvoir justement peut-être récompenser ceux qui se sont bien illustrés dans cette compétition. Puisque c'est une occasion encore une fois de s'auto-évaluer, de s'évaluer, puisqu'il dit que vous avez aujourd'hui tout ce qu'il faut, vous avez le projet qu'il faut pour la Guinée, et vous avez la vision qu'il faut pour la Guinée, et vous partez vers les Guinéens pour solliciter les suffrages. Et je pense que là, tout ce que vous obtiendrez dans le cadre de ce processus-là, je crois que ce serait une chose méritée. Et c'est en fonction de ces mérites-là qu'on devrait justement récompenser les uns les autres. Bien, ce qu'il faut quand même rappeler à ce niveau-là concernant donc ce processus, depuis le début, la DGE, la Direction Générale des Élections, en train de mettre des mesures en place pour que cette élection se passe dans des conditions de paix et aussi de transparence. Nous allons partir donc sur cet autre sujet. Au CNT, un nouveau projet de loi sur le régime des partis politiques a donné les débats. Le texte impose des conditions beaucoup plus strictes pour créer un parti politique en Guinée, 11 membres fondateurs dans chacune des 46 localités, soit 506 membres au total, avec 30% de femmes obligatoires. Que faut-il donc savoir, Mohamed Leba? Il faut juste savoir que c'est une adoption, donc le texte n'est pas encore en vigueur, il n'est pas promulgué, il va falloir attendre, disons quand même, de voir si ça va continuer, si ça aura long fait ou pas. Et pour le moment, il faut dire que c'est un texte quand même qui vient encore une nouvelle fois mettre, disons, de l'ordre selon les objectifs déclarés par le CNT qui, disons, a soumis ce texte, disons, quand même à l'approbation des différents conseillers nationaux. Il faut dire qu'il s'agit du domaine d'application qui régit aujourd'hui les partis politiques et autres organisations à caractère politique dans notre pays. Alors, dans ce texte-là, composé de 53 articles, enfin, ce n'était même pas aussi l'unique, disons, loi organique. Il y avait deux autres lois organiques, notamment sur la Cour constitutionnelle et aussi la Cour suprême. Mais c'est cette loi organique qui a beaucoup plus, disons, retenu l'attention des uns et des autres, parce que ça parle des partis politiques. Aujourd'hui, si vous regardez la cartographie des partis politiques, ils sont très nombreux dans notre pays, donc il fallait quand même s'y attendre à ce que cette loi organique, déjà à peine, disons, adoptée par le CNT, prête à débat dans la sphère politique guinéenne. Il s'agit des principales, notamment des innovations, et des innovations qui quand même restent autour, disons, de l'encadrement renforcé des conditions de création, d'implantation et de fonctionnement, des règles, disons, strictes également sur le financement et la transparence financière. À ce niveau-là, il faut juste dire que c'est une continuité aujourd'hui de la lutte et du MATD, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi l'État tout court vis-à-vis des partis politiques. Nous avons vu récemment l'évaluation des partis politiques qui, disons, s'est faite graduellement. Il y a eu des partis politiques qui se sont retrouvés suspendus, d'autres partis politiques qui se sont retrouvés, disons, suspendus, et d'autres partis
partis politiques qui ont eu quand même en règle, évidemment, d'autres partis politiques qui étaient en souffrance, notamment finalement, qui ont été repêchés et dont le cadre a été jugé, disons, propice pour exercer en République de Guinée. Il y avait d'autres partis politiques dissous et il fallait quand même continuer, disons, ce jeu. Le problème, c'est l'interne. Mais justement, c'est par rapport notamment à ces différentes, disons, règles strictes aujourd'hui, notamment l'encadrement renforcé des conditions de création, mais aussi le financement des différents partis politiques. Donc, il y a également dans cette nouvelle loi des sanctions qui seront détaillées en cas de non-respect des règles, la reconnaissance et l'encadrement des mouvements politiques. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Il faut dire qu'il y a clairement des objectifs liés à cette nouvelle loi organique qui vient quand même au lendemain, disons, de l'adoption et de la promulgation d'une nouvelle constitution, parce qu'aujourd'hui la Guinée a une nouvelle constitution, donc il fallait obligatoirement qu'il y ait à côté de cette nouvelle constitution qui s'avère la loi mère de la République, des lois organiques quand même pouvant, disons, permettre à cette constitution de mieux respirer. Nous avons vu le code électoral. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle loi qui va notamment venir renforcer le cadre juridique des partis politiques. Et nous avons la loi organique sur la Cour suprême, d'autres lois organiques sur la Cour constitutionnelle. Bien. Il faut dire que l'objectif déclaré, il s'agit de l'élaboration, disons, qui suit aujourd'hui un processus participatif incluant des consultations notamment nationales, des missions et d'immersion. Maintenant, ce texte qui comprend 53 articles, il faut dire que ces 53 articles-là sont répartis entre 8 chapitres. Et nous allons faire un peu lecture de ces différents chapitres-là pour savoir réellement de quoi il s'agit. Le premier chapitre, le chapitre numéro 1, porte sur les dispositions générales. Le chapitre 2 définit les conditions de constitution et d'adhésion à un parti politique et comporte deux sections. Alors, c'est à ce niveau un chapitre qui fait beaucoup plus parler parce qu'il s'agit des conditions notamment de création d'une formation politique. Pour le moment, il n'y a pas encore, le contenu n'est pas totalement disponible parce qu'il faut dire que le texte n'est pas encore dans le journal officiel de la République. Donc ça veut dire encore une nouvelle fois, le contenu, l'intégralité n'est pas encore sur la place publique, mais ce qu'il faut retenir, il y a quand même des indiscrétions aujourd'hui qui quand même donnent comme quoi pour créer une formation politique, il faut avoir 11 membres dans chacune des 33 préfectures de la Guinée et les 13 communes de Conakry. Ça va continuer, encore une nouvelle fois, il faut attendre la promulgation, disons l'entrée en vigueur de cette loi organique. Au chapitre numéro 3, nous avons, se consacre sur la traite des libertés, traite également, ce chapitre traite des libertés, des droits et obligations des partis politiques. Le chapitre 4 concerne l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Un autre véritable, disons, souci qui s'est dégagé ces derniers temps, notamment le fonctionnement des partis politiques, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques ici, c'est par le nom, il existe d'autres partis, certains partis politiques dont les bureaux se trouvent dans les sacs des présidents ou dans les salons des différents des présidents. Donc il faut aujourd'hui revoir tout cela, remettre de l'ordre dans la sphère politique et ça passe obligatoirement par l'adoption de tel texte. Donc c'est normal aujourd'hui de jeter quand même sur le fonctionnement naturel, disons, ou politique, démocratique des formations politiques parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui être sur tous les toits en termes de dénonciation, mais chez vous, que vous ne, disons, respectez pas les règles du jeu parce qu'il s'agit aussi de la démocratie. Nous allons d'abord partir avec l'invité qui est déjà au bout du fil. C'est quand même une réforme qui rebat les cartes pour toute formation politique future en Guinée. Et pour en débattre, notre invité, je crois, il est déjà au bout du fil, Monsieur Amidou Barry, qui est le président du parti PCDIC. Bonjour, Monsieur Barry, et bienvenue. Bonjour, madame, et merci beaucoup pour cette invitation.
D'accord. En tant que politique, comment vous analysez cette démarche du CNT? Bon, écoutez encore, il est de coutume que lorsque nous voulons mettre les lois de notre pays à jour, qu'après le vote et la promulgation de la Constitution, qu'on pense à mettre en place les lois organiques. Donc la loi qui régit l'organisation, la Constitution et le fonctionnement de partis politiques, c'est-à-dire figure parmi ces lois organiques-là qui ont fait l'objet de débats en plénière pour être adoptées au niveau du CNT le week-end passé. Donc nous avons suivi de fond en comble une partie du débat. Certes que nous ne disposons pas de texte encore et pour nous approprier du contenu de manière succincte, mais à la lecture c'est-à-dire du parcours de ce document, suivant les commentaires des uns et des autres, il y a une certaine nouveauté. Et comme vous le savez bien, c'est constitué en parti politique et le droit d'association, le droit de syndicat est régi par la Constitution. Donc je voudrais dire qu'aujourd'hui, il va falloir que, certes que c'est une loi autorisée par la Constitution, mais qu'on accorde une certaine crédibilité, c'est-à-dire un certain nombre d'exigences par rapport au droit de Constitution, parce qu'on ne peut pas à un moment donné prétendre laisser libre cours, c'est-à-dire la latitude à n'importe qui, à un moment de se trouver dans l'arène politique. Et vous avez vu ces derniers temps, la souffrance que les hommes politiques ont eu à connaître, il y en a qui sont leaders parmi nous, qui ne savent même pas le nom, c'est-à-dire le minimum de débat devant l'opinion publique, ils ne peuvent pas. Donc je pense qu'à un moment donné, nous sommes de ceux qui estimons qu'il faut réguler, c'est-à-dire le secteur des partis politiques, tout en veillant à faire en sorte que le minimum de transparence, d'exigence, parce que, et vous devez convenir avec moi, qu'on ne peut pas demander à l'État, à l'administration de se soumettre à une certaine norme, à une certaine exigence, étant donné que nous-mêmes nous sommes incapables de nous soumettre. Donc, certes que les travaux, tout travail humain, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais pour une fois, et je pense que il y a eu de l'avancée et que nous pouvons désormais avoir c'est-à-dire une certaine disposition qui régit l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. Cependant, à un moment, lorsqu'on demande que lorsque vous devez avoir, je ne sais pas si c'est 11 représentants par... Je ne sais pas 11 membres fondateurs. Parmi les membres fondateurs, je pense que là, c'est trop demandé, c'est trop exigé. Parce qu'un parti politique ne se crée pas comme une entreprise à titre personnel ou c'est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Un parti politique est créé pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des concitoyens guinéens. Mais exiger dès au début qu'il faut ce nombre pléthorique encore, c'est encore verrouiller ou empêcher la logique de ceux-là qui voudraient se constituer en entité politique à l'avenir. Nous estimons que plutôt l'État devrait faciliter la création, mais à travers les moyens de supervision, à travers les moyens c'est-à-dire d'implication de l'État, qu'on exige à ces partis c'est-à-dire de s'évertuer du bon côté parmi ceux qui aident le pays à se construire à travers le débat, à travers la mise en place des plans d'action durables qui peuvent aider les communautés à se développer, à faire en sorte que le débat démocratique puisse primer au sein des entités politiques, en commençant par les partis politiques, avant que cela se retrouve dans les compétitions qui concernent l'avenir de notre nation. Et nous estimons à travers ces quelques préoccupations, et certes que la loi est votée, mais elle n'est pas encore promulguée, et nous osons espérer qu'avec l'implication c'est-à-dire pour avis de conformité et tout ce qui s'ensuit de la Cour suprême, que quelques dispositions méritent d'être revues par rapport à ce nombre pléthorique de membres fondateurs. Parce que là, croyez-moi, si l'État, c'est-à-dire si la loi reste à l'État, et désormais, ce serait très difficile pour que les Guinéens puissent se constituer en entité politique dans notre pays. Alors, tout ce que vous reprochez à cette loi organique, c'est seulement cette disposition qui fait état
11 membres sur les 33 préfectures et les 13 communes de Conakry. C'est tout ce que vous reprochez à cette loi organique, M. Bari. Pas que ça, mon cher. Il y a aussi le volet subvention. À un moment donné, vous êtes sans savoir qu'il y a eu un panoplie de demandes venant de MATD, des partis politiques, donc on était soumis et à travailler pour, c'est-à-dire disponibiliser. Donc c'était des dépenses énormes au niveau de l'entité politique. Donc nous estimons qu'à un moment donné, que lorsque le domaine politique est assaini, lorsque des gens qui sont acceptés du point de vue des critères mis sur la table, que tous ces partis-là, qui figurent parmi ceux qui respectent ce que j'ai dit, il faut un minimum, il faut un accompagnement. Là, c'est-à-dire dire que simplement, c'est ceux-là, c'est pendant la période électorale où, je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un parmi vous dire qu'il faut avoir 5%. Je pense que c'est fausser le débat. À un moment donné, et lorsque le monde politique est constitué, c'est soit on part à notre nom individuellement et personnellement, soit nous partons en alliance. Mais la logique de l'État d'accompagner, de subventionner les partis politiques et avoir un regard objectif, c'est-à-dire les subventions, comment ces subventions sont exécutées par l'ensemble des dirigeants des partis politiques, je pense que c'est extrêmement important. Monsieur Bari, ce n'est pas pour vous couper, mais les 5% dont on parle n'ont rien à voir avec, disons, cette nouvelle loi organique qui régit, enfin, si elle est promulguée, va quand même, disons, régir, disons, le cadre juridique ou fonctionnement des partis politiques à la République de Guinée. De l'autre côté, je crois que c'est dans un contexte, disons, un peu plus restreint parce qu'on parle de l'organisation du scrutin, disons, présidentiel. Et notamment, cette élection présidentielle aujourd'hui, parce que pour participer, il y a une caution qui est faite. Et cette caution, ce n'est pas une première pour les différentes modalités. Oui. Et les constitutions, c'est une disposition constitutionnelle, M. Bari, pour être plus clair. Absolument. Je conviens avec vous. Certainement que vous n'avez pas compris. Je disais tout. Que les subventions ne peuvent pas être simplement pendant la période électorale. Les accompagnements des partis politiques doivent être, et les partis méritent d'être accompagnés annuellement pourvu que leur fonctionnement soit suivi à la lettre par le département de tutelle. C'est de cela que je veux parler. À un moment donné, un parti politique ne se constitue pas pour la logique au limite d'un individu, mais c'est pour accompagner l'État à un moment donné dans l'accompagnement à travers la conscientisation, à travers la formation des cadres, même à travers la mise en place d'une politique de création d'emplois durables pour le pays. Donc si l'administration, si l'État accepte d'accompagner ce parti, c'est-à-dire une partie qui suffit de la jeunesse, de l'exode, c'est-à-dire de la Guinée vers l'Occident, pourrait être éradiquée à un moment donné. Donc, à un moment, il faut, c'est-à-dire situer le niveau d'accompagnement des partis politiques. Il ne faudrait pas que ce soit seulement pendant les joutes électoraux. À un moment, il faut savoir que lorsque nous partons à des élections, voici les dispositions qui sont prises pour accompagner les compétiteurs. Mais en dehors c'est-à-dire du processus de participation des élections, il faut qu'il y ait une certaine logique de faire en sorte que tous les partis reconnus et qui fonctionnent normalement, qui ont un siège, qui tiennent c'est-à-dire leur assemblée régulièrement, que l'État ait cette latitude d'accompagner ces partis-là, les subventionner et veiller sur comment est-ce que ces subventions accordées par l'État sont exécutées, pourvu qu'on apprenne la gestion à travers ces partis, pourvu qu'une fois qu'un leader ou un membre d'un parti élu ou nommé, que la gestion de la chose publique ne soit pas une toute première, mais que ce soit une logique perpétuelle, de manière à ce que chaque année que les uns et les autres soient soumis à cette évaluation, logique d'évaluation et voilà.
à cette logique d'évaluation. Alors, monsieur... Quand on parle aujourd'hui de la loi, disons un peu, on va revenir un peu en arrière, notamment parler de la loi, de cette loi 02 portant charte des partis politiques. Dans cette loi-là, 02, je crois que la question liée à la subvention des partis politiques était également établie, sauf que c'était sur papier. Oui, écoutez, il ne suffit pas d'avoir cette loi que sur papier, mais il va falloir que vous et nous et l'ensemble des Guinéens nous battons que cette loi puisse s'appliquer à la lettre, parce que la loi, elle a le caractère général impersonnel, de la même manière qu'elle doit s'appliquer aux Guinéens lambda, ce serait de la même manière qu'elle mérite d'être appliquée aux Guinéens oméga. Donc, lorsqu'une loi est votée, elle est promulguée, et le premier à respecter la loi mérite d'être, c'est-à-dire remis devant ses responsabilités pour qu'elle soit respectée et appliquée à la lettre. Alors, M. Barry, cette loi adoptée donc par le Saint dont on parle, quel pourrait être, par rapport à cette loi, quel pourrait être l'avenir des partis politiques qui n'ont pour le moment pas de base solide? Ben, écoutez, dire qu'un parti n'a pas de base solide, encore c'est à travers les élections qu'on définit cela. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de RPG, de l'IFDG, qui sont des partis politiques qui sont incontournables aujourd'hui dans l'arène politique. Posez-vous la question, combien de temps ces partis-là sont restés partis dans l'anonymat avant des partis incontournables? Je pense que c'est à travers le projet, à travers les hommes qui impulsent, c'est-à-dire l'idée du projet, qu'un parti peut devenir grand parti ou non. Aujourd'hui, des gens estiment qu'il y a des partis traditionnels, je ne sais, c'est-à-dire qui sont incontournables dans l'arène politique guinéenne. Certes, c'est une évidence, mais si je vous dis que l'État s'impliquait à accompagner tous les partis de manière équitable, vous verrez des partis dont vous ne pouvez pas imaginer à un moment donné la logique de la surprise que ces partis peuvent apporter au niveau des futures élections. Devenir donc de grands partis, oui. Voilà. Et nous, la logique politique est concurrentielle, elle n'est pas statique, elle est dynamique. À un moment donné, nous estimons seulement que l'État joue son rôle de père, de modérateur, de régulateur et comment je vais dire, et de contrôle poste par rapport c'est-à-dire aux subventions accordées. À l'issue de ça, nous verrons comment est-ce que des partis qu'on estime aujourd'hui, qui ne représentent rien, qui sont petits, comment ces partis peuvent s'arrêter, terrasser le soi-disant grand parti. Aujourd'hui, les Guinéens sont en train, c'est-à-dire la logique d'être dans les deux camps, mais c'est parce que eux ils ont géré, c'est parce que eux ils ont eu l'attitude de servir plusieurs fois dans des gouvernements différents qu'aujourd'hui, eux ils s'estiment là où ils sont. Mais si les conditions sont réunies, mais je vous parie que tous les partis sont accompagnés de la même manière, vous verrez l'effet surprise qui risque d'être créé au niveau de l'opinion publique. Alors M. Barry, à ce stade-ci, supposons que cette disposition passe et promulguée, et voilà, donc l'avis de conformité de la Cour suprême passe et qu'on permet que les dispositions puissent passer telles qu'elles sont présentées comme ça, telles qu'elles sont présentées pour ainsi dire. Elle peut parler par là de la disparition progressive de beaucoup de partis que le président du CNT considère comme étant de partis cacahuètes et vraiment laisser place aux véritables partis, disons, bien ancrés et bien stables. Vous savez ce qui fait la beauté de la mon ami, c'est par rapport au principe de la diversité et du contradictoire autour de la. Lorsque aujourd'hui le CNT nous estime qu'il faut cette logique finir avec telle ou telle disposition, nous estimons qu'aujourd'hui nous allons vers le parachèvement de la transition. Et bientôt, le 25 décembre ou le 28 décembre, avec l'organisation de futures élections présidentielles, et après ça, les autres élections doivent être organisées. Si la loi est promulguée à l'État, pourquoi les futurs élus au niveau de l'Assemblée et du Sénat ne pourraient pas se retrouver pour revoir les dispositions qui ne riment pas avec l'actualité, avec le besoin du moment, pour réviser cette loi et avancer? Je pense qu'à un moment donné, c'est ça aussi la logique de la gestion politique. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous rendez service de manière logique pourvu que vous estimez que vous avez tout donné à un moment donné, mais avec l'allure du temps, avec l'évolution, que
on trouve qu'il y a des manquements et que les responsables, à un moment donné, se retrouvent, s'asseyent et discutent pour apporter les ingrédients nécessaires pouvant toujours donner le sens de l'existence de cette loi au niveau de l'opinion politique guinéenne. Si cette loi organique est aujourd'hui promulguée, est-ce que le PCDIC, disons d'Amidou Barry, pourrait se retrouver sur la sellette aujourd'hui, surtout en termes de membres fondateurs dans les 33 préfectures? Ou peut-être répondre aux besoins. On ne sait pas. Non, écoutez, le PCDIC est déjà créé, je vous informe. Cette loi, elle est mise par rapport aux structures politiques qui ne sont pas encore créées. Je pense qu'on est d'accord. Oui, mais il y a le cadre de fonctionnement. Hein? Non, attendez. Il va falloir, on dit, par rapport aux partis qui ne sont créés. La loi est précise là-dessus. Aujourd'hui, nous, le PCDIC, nous avons près de 10 ans d'aujourd'hui d'existence. Nous n'avons pas aujourd'hui, c'est-à-dire ce souci avec n'importe quelle disposition. Et nous venons de sortir c'est-à-dire du contrôle avec le MATD par rapport à des dispositions dont on est soumis. Et aujourd'hui, on continue à sortir la tête de l'eau. Donc, cette disposition concerne les futurs partis en création. Mais ce n'est pas parce que nous avons pu créer qu'il faut être dans une logique d'empêcher les autres Guinéens de se constituer et qui est venir et se battre au niveau de l'opinion politique guinéenne. À un moment donné, la logique voudrait que facilitons le débat, facilitons l'interchange, facilitons le fait que les Guinéens veulent se refaire et travailler à travers les entités politiques. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, M. Barry, oui. Vous me permettez alors, au niveau de votre alliance, au-delà du PCDIC, puisque vous appartenez à une alliance, comment comptez-vous faire pour pouvoir contester constitutionnellement devant la Cour suprême ce que vous qualifiez comme étant un abus? Non, écoutez, pas d'abus encore. C'est des œuvres humaines, je le disais tantôt, qui ne sont jamais parfaites. Et il appartient aux hommes et à l'avenir. Mais vous vous y opposez. Ça veut dire que vous reprochez quelque chose à cette loi organique. Il faut s'en réjouir que, pour cette fois, les partis politiques aujourd'hui sont dotés de la loi organique qui les organise de création allant au niveau de leur fonctionnement. C'est une évidence. Maintenant qu'il y a des imperfections et que la loi passe à l'État, il appartient à une future institution élue, l'Assemblée, le Sénat et tant d'autres, de se retrouver pour travailler les imperfections qu'il y a dans cette loi présente. C'est de ça que je veux parler. Mais parce que sinon, à un moment donné, c'est ce que j'ai estimé important et au niveau du CNT pour rendre service à la nation. Mais lorsque cela se retrouverait comme un frein dans les pneus de l'administration publique, mais aussi politique de notre pays, ne pas se retrouver autour de cette même loi, la réviser et la républiquer à l'imbo. Je pense que c'est le minimum possible. Alors, à un moment donné, statique dans le monde politique, tout est dynamique et tout peut évoluer suivant le contexte du moment et suivant les réalités. Alors, de 11 membres, vous jugez que c'est trop. Si on vous demandait votre avis là-dessus, vous allez proposer, disons, combien pour la création d'une formation politique ou d'un mouvement? Très honnête, si ça ne tenait qu'à moi, mieux qu'on ne parle de membres, mettons-nous sur, c'est-à-dire la qualité des membres fondateurs, que ce soit des personnes sérieuses, respectables et respectueuses des lois de notre pays, en tenant compte non seulement du principe de représentativité de notre région naturelle, en tenant compte, c'est-à-dire de la promotion du genre, c'est-à-dire les 30%, au niveau de chaque liste déposée, et on s'en remet à ça en avance. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un parti avec 500 membres fondateurs que vous pouvez estimer diriger un pays. C'est lorsque vous avez un bon projet de société, c'est lorsque vous pouvez vulgariser ce projet de société, et c'est lorsque les Guinéens, les futurs électeurs, sont censés adhérer à la logique de votre projet de société qui leur pousserait à voter pour vous et que votre parti puisse diriger en quoi que ce soit. C'est ça la logique. La logique de la création n'est pas une fin en soi. Laissons les gens se constituer et exigeons le contenu d'un projet sociétal et véritable qui accompagne les Guinéens dans leur quotidien à faire en sorte que l'État aussi s'implique pour subventionner les partis afin que nous puissions aller de l'avant. Je pense que c'est ce qui est important à nos yeux. Mais dire qu'il faut au moins 500 membres pour créer un parti politique, je pense que c'est trop demandé. Je pense qu'il va falloir revoir cela et aller vers les meilleurs sentiments pourvu que
Mais est-ce que ce n'est pas aussi une autre manière d'empêcher quand même n'importe qui de devenir, disons, président de parti politique en Guinée? Parce que si vous êtes soumis, disons, à cette règle-là, d'avoir 11 membres fondateurs dans chacune des 33 préfectures, ce n'est pas donné quand même à n'importe qui. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une autre façon de quand même passer l'éponge sur aujourd'hui beaucoup de quoi que nous connaissons dans la sphère politique et surtout dans l'organisation et le fonctionnement des partis politiques? Oui, c'est de cela je disais tout à l'heure dans la précédente réponse, je disais qu'il va falloir voir la qualité des membres fondateurs, leur niveau, leur intégrité, leur probité. C'est de cela que je parlais tout à l'heure. De dire qu'il faut 500 membres n'a rien à voir, mais exigeons pour être président de parti politique. Voici par exemple le niveau, le diplôme requis, demandé. À un moment donné, voici l'expérience demandée. Voici, comme ça, au lieu qu'on se parvienne à jouer sur un nombre, mais on arriverait à jouer plus sur la qualité des hommes, sur la probité et sur la fiabilité même des hommes qui sont censés être les membres fondateurs et qui sont censés diriger les entités politiques. Alors, M. Barry, revenons un peu en arrière, puisqu'on est tous d'accord que la loi ne rétroagit pas, mais à supposer que dans une année qu'on essaie d'évaluer les partis politiques existants et qu'on vous oppose ces dispositions déjà, disons, en vigueur, est-ce que vous n'allez pas être justement rattrapé par ce qui est en train d'être justement mis en œuvre dès maintenant? Écoutez, vous êtes en contradiction avec la loi dans ce cas. La loi est faite pour l'avenir. C'est pas si on est d'accord. Lorsqu'une loi est votée, c'est de ce point à partir duquel cette loi est votée pour l'avenir, mais elle ne peut en aucun cas être rétroactive encore une fois. C'est ce que je viens de rappeler. Elle ne rétroagit pas pour nous projetons par exemple quelques chapitres. Projetons-nous, M. Barry, si on sait comprendre. Allez-y. C'est seulement la loi pénale, d'où qui est rétroactive. À partir du moment que lorsque quelqu'un doit être condamné pour une infraction donnée et que la personne, il y a une loi passée qui disait par rapport à la notice d'infraction 2 ans, et que la nouvelle loi parle de 5 ans, on invoque la rétroactivité de la loi pour assouplir, c'est-à-dire la mesure de correction d'un détenu. Mais à un moment donné, et la loi, elle est faite pour l'avenir, je vous l'apprends, et je mets au défi donc par rapport à un débat ouvert, direct même, pour me prouver le contraire. Je sais de ce que je vous parle. Travaillons sur la logique des hommes et la qualité de leur... Alors, permettez-moi alors de poser ma question. On vous a écouté largement, M. Barry. Permettez-moi de poser la question. Une question de précision. Alors, à supposer que pour l'année 2026, par exemple, décembre 26, qu'on essaye ou qu'on tente d'évaluer tous les partis politiques en République de Guinée ici. Et dites-vous que déjà la loi elle est en vigueur. Est-ce que vous serez exempté justement de ces dispositions dont nous sommes en train de parler d'eux maintenant? De toutes les dispositions, pas que le chapitre 2. Tout, justement. Bon, par rapport à la création, vous savez, on ne peut pas appliquer toutes les dispositions à tous les partis. C'est de ça que je vous parle. C'est pourquoi on a aussi retiré le chapitre 2. Permettez. Oui, allez-y, par rapport à la création, on peut invoquer, c'est-à-dire le principe des 11 par rapport à la préfecture à la région. Mais par rapport aux partis déjà existants, on ne vous reviendra pas là-dessus par rapport à ça. Parce qu'à date, je vous apprends que tous les partis évalués, qui aujourd'hui sont du revue des partis normaux, on la laisse des membres fondateurs déposés au niveau des MATD. Mais rien ne vous garantit de retomber encore une nouvelle fois dans le lot des partis politiques suspendus si vous arrivez à faillir quand même à quelques règles. Et rien ne garantit encore qu'on ne peut inverser cette loi pour transgresser et faire du mal à Paul ou à Pierre. La loi, je vous le dis, elle est faite pour l'avenir. En tenons-nous à ça, voyons que cette loi est promulguée, approprions-nous du contenu des textes et je vous informe une fois que le document sera disponible. Invitez-moi si vous voulez débattre article à article par rapport à cette loi pourvu que nous puissions nous exercer c'est-à-dire à nous approprier du contenu pour qu'on puisse l'expliquer au niveau de l'opinion publique. Mais encore une fois, il n'y a pas de logique de dire que le principe là peut être rétroactif et puis il faut aller et demander des partis qui étaient déjà créés, dont même la majorité des membres fondateurs ne sont plus de ce monde,
il faut aller à une logique. Non, on ne peut pas revenir sur ça. D'accord, M. Barry. Vous avez donc, vous pensez que les 11 membres fondateurs par parti politique pour la création, que les 11 membres soient, que chacune les 46 localités qu'on représente, qui soient représentées par 11 membres, j'y arrive. Est-ce que vous pensez que c'est pas normal ou bien c'est parce que... Non, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de possibilité pour les partis politiques d'avoir 11 membres dans chacune des 46 localités du pays ou bien c'est parce que vous croyez que cela n'est pas normal? Écoutez, madame, pour un parti politique prétend diriger, même si on demande ça par préfecture sous préfecture, on est capable. C'est pas qu'on est d'accord. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, que cela n'est pas que c'est normal, mais c'est pas logique, c'est illogique. Ne faisons pas perdre de Guinéens le temps de se créer ou de se constituer en association politique ou syndicale. À un moment donné, voyons, c'est-à-dire la crédibilité, le niveau intellectuel de ces Guinéens, c'est-à-dire leur probité au niveau de l'opinion. Je pense que donc la qualité des membres. La qualité des hommes qui sont censés être les membres fondateurs, c'est ce qui est plus important à mes yeux que d'aller sur des considérations plus basses qui ne servira absolument à rien. D'accord. C'est bon, là, Yaya? Ah oui, c'est bon. D'accord. Vous avez un dernier mot, M. Barry? Je voudrais vous remercier et vous informer qu'aujourd'hui, le monde évolue. La politique, elle est dynamique. Croyez-nous que toutes les lois qui peuvent être votées ou censées être votées, ce n'est pas une fin en soi. Nous allons, à chaque étape, donner notre point de vue, qu'elle soit positive ou négative, mais croyez-nous que ce n'est qu'un processus. Après, au terme de cette transition, il y aura des futurs organes élus qui occuperont les institutions. Écoutez bien que toutes les lois qui ne répondent pas aux besoins de la réalité du moment vont être révisées pourvu que ces lois puissent être remises dans les véritables contextes et qu'on avance enfin dans le bon sens. Et l'autre point, c'est de vous informer que le jeudi passé, on a lancé notre alliance avec le grand frère Abouakar Sylla, l'ADP, pour accompagner la logique de la candidature du président Mamadi Doumbouya. Donc, très bientôt, nous allons vous inviter à des rencontres pour étayer le contenu de nos préoccupations, pour voir comment est-ce que nous allons nous organiser de fond en comble en faisant en sorte que nous partons dans une logique politique où le débat prenne sur des considérations interpersonnelles afin que nous puissions aller dans une démocratie non seulement pluraliste mais participative afin que nous puissions parvenir à finir notre transition en beauté. Merci. Oui, Yaya, est-ce que vous avez... C'est de le remercier tout simplement. D'accord, Monsieur Barry, Monsieur Amidou Barry, président du PCDIP. Merci donc à vous d'accepter notre invitation. Merci à vous, excellente journée à vous. Eh bien, donc je crois que nous allons directement partir en pause avant d'aller sur l'autre sujet. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire.
Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siamin.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, télé du développement. Tu t'appelles Cadante National Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono.
Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Vous êtes dans votre émission Le Scanner. Nous sommes donc dans la deuxième et dernière partie de cette émission. En visite officielle en RDC, l'émir du Qatar a signé plusieurs accords majeurs alors que le processus de paix persiste encore. Accueilli par Félix Tshisekedi, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani en déplacement pour la première fois à Kinshasa a affiché clairement ses ambitions économiques et diplomatiques. Les partenariats annoncés sont importants, mais la question cruciale de la paix à l'est du pays a été discutée surtout en coulisses. Mohamed Leba. Oui, il faut le préciser, c'est important aujourd'hui pour ce pays, disons, de l'Afrique quand même, la succession des événements notamment ayant pour objectif de revenir quand même au cadre surtout normal, disons, parce que nous savons aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays-là avec, disons, les différents, on peut même dire, on peut se le permettre, massacres aujourd'hui et qui s'effectuent à l'est du pays. Et récemment, il y a eu, disons, d'autres pourparlers, notamment pour parvenir quand même à un accord de cessez-le-feu. Aujourd'hui, voir quand même la succession, la multiplication des accords ou des pourparlers qui ont le même offre aujourd'hui de revenir, disons, à l'état normal des choses. On l'a toujours dit que ce pays ne mérite pas tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut revenir sur les dirigeants. De l'autre côté, il faut aussi revenir sur les anciens, notamment des accusations mutuelles. Et pour ce nouveau cadre-là, on attendra sûrement peut-être que ça pourrait quand même, disons, servir de déclic pour qu'on puisse retrouver, disons, c'est vrai que la RDC a connu beaucoup, disons, de succession de guerres et de conflits, et surtout à l'Est, qui est, voilà, des conflits revendiqués aujourd'hui, parce que si vous regardez, il y a le gouvernement congolais qui quand même accuse aujourd'hui le Rwanda d'être de mèche, disons, surtout en premier plan, associé à cette guerre-là. Et de l'autre côté, vous avez quand même le Rwanda qui se défend, mais au-delà de tout cela, il y a quand même, disons, ces accords ou ces discussions qui sont ouvertes et auxquelles discussions quand même ces différentes parties prennent part. Je parle du Rwanda, je parle du Congo. Donc c'est aujourd'hui une aubaine de voir quand même que des dirigeants, disons, mondiaux quand même arrivent à comprendre réellement, désigne un médiateur, pour parvenir réellement à un accord aujourd'hui de cesser le feu total à l'est de la RDC. Alors, Mohamed Leba, cette visite de président de l'émir du Qatar, j'allais dire, en RDC. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une visite qui intervient dans un contexte assez particulier. Et vous verrez très bien qu'il n'y a pas longtemps, nous discutions de ces accords de cadre qui ont eu lieu du côté du Doha entre le gouvernement congolais et les groupes armés, notamment le M23 et l'AFC, un accord cadre qui faisait état justement d'un cessez-le-feu et qui obéissait à un processus. Alors c'est vrai que ce processus-là doit aboutir à un accord définitif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors c'est dans ce contexte-là que l'émir du Qatar effectue une visite et au Rwanda, mais aussi en République démocratique du Congo, parce qu'il a fait des jours au Rwanda avant de passer au niveau de la RDC. Alors, au menu de cette visite de l'émir du Qatar, on pouvait voir justement la signature de plusieurs accords qui ne sont pas liés forcément ou pour ne pas du tout liés à ces conflits. Nous avons des accords diplomatiques qui ont été signés, en tout cas des échanges sur un certain nombre de questions juridiques. Nous avons, disons, des accords économiques qui ont été signés puisque le transport a été mentionné dedans. Nous avons aussi, disons, des infrastructures sportives aussi qui doivent être justement engagées de ces côtés-là. Donc, l'aide humanitaire, c'est assez vague.
parce que même sur les échanges sur un certain nombre de choses, les sujets liés au droit et tout ce qui s'ensuit, ça entre dedans même des sujets politiques. Et là, nous sommes pleinement dedans, puisque avant tout d'abord, cette guerre dans l'Est de la RDC a des racines politiques. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Qatar s'implique et s'enracine davantage dans le cadre de la résolution de ce conflit et plus le même pour des régions purement, disons, économiques et diplomatiques. Alors, nous sommes dans un cadre, disons, carrément spécifique, puisque aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas dissocier la visite de l'émir du Qatar au niveau de la RDC et du conflit existant et pressant du côté de l'Est de la RDC. Alors que son déplacement n'était pas du tout lié à cela. C'est vrai que la question a été abordée, surtout en coulisses. Des sources sûres nous apprennent que ça a été abordé, mais tous est-il qu'aujourd'hui, l'objectif est clair que c'est hors de ce processus. Alors, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, puisque nous l'avions rappelé ici que ce n'était pas anodin, que ce soit les États-Unis ou le Qatar, ce sont des démarches qui sont menées aujourd'hui dont chacune de ces parties attend ce qu'on appelle, disons, des retombées diplomatiques ou économiques. Avoir des contrats, avoir des accords, et éventuellement s'impliquer davantage dans la politique intérieure de ces États-là. Parce qu'un État qui est médiateur dans le cadre d'un conflit doit pouvoir s'impliquer ou s'imprégner de la situation interne de ces deux États-là. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Qatar a ce qu'on appelle, disons, une influence sur ces deux États, un temps soit peu. Venez, on va essayer de régler le problème à l'amiable. Je crois que ça veut dire tout simplement que vous vous impliquez là-dedans. Donc finalement, nous ne sommes pas parvenus à un accord définitif. Et les hostilités continuent du côté de l'Est de la RDC. Et on vient nous dire effectivement, bon, nous sommes venus, cette fois-ci, ce n'est pas pour le conflit. C'est vrai que oui, le besoin est là, c'est vrai que l'urgence est là. Mais cette fois-ci, on va essayer de mettre en place des accords liés à l'économie, des accords liés à la diplomatie, ainsi de suite. Donc ça veut dire tout simplement que ça questionne. C'est quand même assez curieux qu'on puisse enclencher des processus. C'est vrai qu'on parle d'un accord ou disons d'un partenariat bilatéral, ce qui est tout à fait naturel, c'est légitime, mais c'est que curieusement, c'est au niveau du Rwanda et au niveau de la RDC, des États qui sont aujourd'hui en guerre à travers des mouvements interposés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la démarche de l'émir du Qatar doit être questionnée et questionnable pour ainsi dire. Il est autant aussi que les démarches des États-Unis. Parce qu'au retour aussi, nous avons vu aux États-Unis, c'est de la réelle politique, c'est-à-dire que ce n'est même pas caché. L'implication directe de Donald Trump dans la résolution de ces conflits en dit long assez sur, disons, l'urgence que cela présente pour les États-Unis de pouvoir avoir ce qu'on appelle, disons, une participation active dans le cadre de l'exploitation des ressources minières qui regorge la RDC aujourd'hui. Donc il en sera de même parce que nous avons suivi aussi le ministre de l'économie congolaise qui quand même sollicitait aussi, disons, l'investissement du Qatar. C'est quand même l'un des points, dans le secteur minier. Les points essentiels de comment on appelle des conflits actuels en RDC. C'est cela, en partie aussi c'est cela. Et c'est vrai qu'il y a des dissensions politiques, il y a des conflits d'intérêts, mais en réalité, c'est aujourd'hui, comme par enchantement, les régions qui sont assiégées par les groupes rebelles sont vachement riches en ressources minières. Donc pourquoi cette partie aussi? Donc ça peut justement amener les uns les autres et se poser plusieurs questions. Alors, les accords ont été signés, il y a eu, disons aussi, cette question qui a été justement posée, c'est là où nous devons justement accentuer le débat. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, comment comprendre la démarche du Qatar alors qu'en réalité, on n'est pas abouti justement à une résolution définitive de ces conflits-là. Est-ce que c'est-à-dire que, bon, c'est du business, c'est le bon moment justement de s'impliquer? C'est la première fois quand même que l'émir du Qatar, que ce soit celui-ci ou par le passé, n'a foulé justement le sol congolais. Alors ça veut dire tout simplement... Peut-être qu'il était important de s'imprégner quand même d'abord des réalités, comme on appelle, du pays avant vraiment de s'accentuer sur ces conflits. Évidemment. Or, la poursuite même de ces accords, ou si vous voulez, la mise en œuvre de ces accords qui ont été signés, dépendent justement
de la stabilité, de la paix au niveau de la RDC, puisqu'on parle d'un territoire. Exactement. Donc ça veut dire tout simplement, vous avez vu que même si c'est dans le cadre... Donc l'urgence, c'est d'abord essayer de alors mettre vous comprenez mes analyses. Donc l'urgence devrait être de l'autre côté. Quand l'accord est définitif, alors en ce moment, vous êtes libre de 1001 accords. Oui, donc ça dépendra de votre éventail. Et puis voilà. Donc maintenant que le problème n'est pas résolu parce que les groupes de rebelles continuent de régner en maître absolu dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Bukavu et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce sont des États aujourd'hui qui sont assiégés. Or, l'AFC, le M23, on ne cessera pas de le dire, la République démocratique du Congo, à travers toutes les voies officielles et tous les canaux officiels, ont dit effectivement que ce sont disons, des couvertures du Rwanda, mais en réalité, c'est le Rwanda qui mène la guerre contre la RDC. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut résoudre un problème alors qu'on ne veut pas aller en profondeur, parce que premièrement, d'abord, on a jugé nécessaire de départir justement les trois parties qui sont concernées, alors qu'en réalité, il n'y a que deux parties. C'est-à-dire qu'au niveau des États-Unis, on a décidé de regrouper les deux États, de mettre les deux États sur la même table, le Rwanda et la RDC à travers les ministres des Affaires étrangères. Au niveau du Doha, on a dit, bon, on laisse à côté le Rwanda, on prend la RDC et puis on a les deux groupes armés, l'AFC et M23. Donc voyez-vous effectivement que ça veut dire tout simplement qu'au-delà de cette volonté diplomatique, il y a des intérêts qui se cachent, des intérêts qui consistent d'abord à fragiliser justement la RDC, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui, la RDC qui s'est constituée en deux parties, alors qu'en réalité, il y a là une partie en face de la RDC, c'est le Rwanda, puisque c'est qui l'ont dit, c'est le Rwanda qui soutient l'AFC 23. Et pourquoi ne pas traiter, que ce soit au niveau des États-Unis ou à Doha ou encore ou à Dakar, qu'on puisse justement mettre sur table les problèmes aujourd'hui qui assaillent la RDC et trouver la solution, puisque il y a, c'est vrai, les mains noires du Rwanda, mais il y a aussi des Congolais qui retournent contre la République démocratique du Congo. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème est d'autant plus complexe que la RDC même devrait savoir justement quel chemin faut-il emprunter pour une sortie définitive de cette guerre-là, qui a fait quand même, parce que si vous le rappelez, il y a plus de 5 millions de morts liés aux guerres civiles au niveau de la RDC. Bien sûr. C'est quand même hallucinant. Il y a quand même un accord qui prévoit la tenue régulière de consultations politiques entre ces deux diplomaties. Est-ce que peut-être que c'est une façon pour l'émir du Qatar, comme je le disais tantôt, d'essayer quand même de comprendre la situation avant de s'intéresser à la question de la paix à ce niveau? Puisque quand on parle de consultations régulières de politique, peut-être que toutes les questions seront quand même abordées à tout moment. Vous savez, généralement, les accords bilatéraux, en tout cas s'il s'agit entre les États nord-sud, c'est moins d'influence pour les autres États. Vous comprenez, ici, c'est une façon de s'imposer sur vous et avoir à un certain niveau, justement, un droit de regard et tout ce qui s'ensuit. Or, aujourd'hui, le Qatar, nous savons très bien qu'il est parrainé par les États-Unis. Alors, donc, ce n'est secret pour personne. Alors, vous êtes parrainé par les États-Unis, alors que de l'autre côté, c'est les États-Unis qui... L'intérêt peut-être être lié aussi aux ressources naturelles. C'est cela qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, c'est cela où nous n'avons pas... On n'arrive pas juste à comprendre même la démarche ou, si vous voulez, cette intelligence diplomatique de la RDC, parce que de toute évidence, aujourd'hui, le problème est connu. Les causes sont connues. Et comment parvenir à une solution, c'est là où le débat se pose aujourd'hui, parce qu'il y a quand même eu des États, des organisations internationales qui ont eu le courage de dire au Rwanda de cesser d'agresser la RDC. On ne se cache pas derrière le M23, l'AFC. C'est vrai qu'il y a les FDLR aussi qui attaquent une bonne partie du Rwanda. Alors le Rwanda aussi de son côté accuse la RDC d'être un appui, disons, institutionnel, si vous voulez, technique et logistique de cette rébellion-là. Alors qu'en réalité, la rébellion prend ses racines au niveau du génocide en 1994. Donc voyez-vous qu'il y a une complexité de cette situation. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, un dialogue direct, sincère entre les deux États, à travers les deux dirigeants, devrait pouvoir mettre fin à ces conflits-là. Mais malheureusement, vous savez très bien que la géopolitique
n'a pas de cadeau. Voilà, vous vous y mettez, c'est pour justement obtenir quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que le Qatar, au-delà de s'occuper de la résolution définitive de ces conflits-là, cherche déjà à avoir des accords. Et voyez-vous que les accords ne sont pas aussi anodins. Et voilà, derrière les accords, il y a justement une ligne diplomatique, une ligne géopolitique dont il faut fondamentalement suivre et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. De l'autre côté, nous avons vu le Burkina Faso ici à titre d'exemple où le président Traoré, un homme averti, a décliné justement plus de c'est un don de l'Arabie Saoudite qui consiste à construire plus de 200 mosquées au niveau du Burkina Faso. Il a dit que c'est bon, il y a des secteurs qui en auront vraiment besoin de ces investissements. On a des mosquées vides là. Si vous voulez nous aider à des secteurs bien définis, allez-y investir là-dedans. C'est de l'intelligence. Donc, est-ce qu'il faut avoir autant d'intelligence? Parce qu'il y a de ces aides-là, c'est justement pour pouvoir s'enraciner. Parce que ces intérêts géopolitiques, quelquefois, ce sont eux-mêmes qui retardent, comme on appelle, l'accord de paix dans certains pays qui sont en conflit. Oui, parce que tout ce qui s'engage là aujourd'hui, de près ou de loin, après... C'est par intérêt. C'est par intérêt. Après, s'il y aura justement un accord définitif, donc un cessez-le-feu, donc ce sont des gens qui, au retour, doivent pouvoir justement bénéficier ou avoir l'exclusivité de l'exploitation de certains minéraux. Donc, celle Dieu, c'est combien de fois la RDC en dispose. Oui. Alors, Mohamed Leba, ces conflits à l'est du Congo proviennent quand même d'une histoire, ces conflits, notamment par le M23 qui persiste jusqu'à présent. Je crois que c'est historique. Oui, on l'a dit, c'est historique. Le Congo a toujours été, disons, ce fleuve qui n'a jamais, qui difficilement, de par son histoire, a trouvé quand même la tranquillité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on fait encore appel, disons, à la communauté internationale. Surtout, c'est vrai qu'elle a un regard vis-à-vis du Congo, sauf qu'elle n'agit pas. Et c'est la visite de l'émir, enfin, ça nous dit pas grand-chose, surtout par rapport à cette question liée à la paix, parce que selon les discussions, c'était exclusivement sur, disons, cet accord-là. Donc, encore une fois, on comprend combien qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire l'enjeu est encore grand entre les États-Unis et surtout aussi le Qatar, parce que récemment, il y a eu d'autres accords, notamment sur l'accord de paix ou de cessez-le-feu en République démocratique du Congo, scellé, ou en tout cas quand même il y a eu des pourparlers du côté de Doha, et de l'autre côté il y a les États-Unis impliqués. Et nous savons aujourd'hui c'est une couverture pour les uns et les autres, surtout ces grandes puissances-là, pour pouvoir quand même mettre la main sur ces minéraux-là. Pour les États-Unis, à la rappeler, ce n'est plus caché aujourd'hui l'intention de venir à bout quand même de cette, disons, de finir avec cette intention aujourd'hui d'avoir la main sur beaucoup d'aspects, notamment sur cette question liée aux minéraux. La RDC en dispose beaucoup aujourd'hui, et de l'autre côté, pour la visite de l'émir du Qatar, ça intervient quand même, disons, à quelques jours aussi de sa visite au niveau du Rwanda. Sauf que ce qui a surpris beaucoup plus, c'est le fait que cette question exclusivement, en tout cas quand même publiquement, n'a pas été abordée. Cette question liée aujourd'hui à comment trouver quand même la solution à ces différents conflits-là qui ont pris forme aujourd'hui, qui s'enracinent davantage à l'est du pays. Et je crois que cette question devrait être sur table, encore en discuter beaucoup. C'est vrai qu'on parle d'accord, mais ça va être très difficile aujourd'hui de bénéficier de quelque chose en RDC alors que la stabilité n'y est pas. Et le véritable souci des partenaires, ça devrait être d'abord comment retrouver cette stabilité-là, et après tout, les accords peuvent naître. Mais aujourd'hui, il faut se dire que s'il y a accord, c'est beaucoup plus profitable, disons, au Qatar qu'à la RDC. Eh bien, il faut quand même rappeler que cette visite intervient alors que dans une dizaine de jours, le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC M23 doivent finaliser les 6 derniers protocoles de l'accord de paix.
L'accord de paix, si vous regardez de sa signature aujourd'hui jusqu'ici, le respect est très mince. Vous allez prendre conscience encore une nouvelle fois que l'enjeu est vraiment grand et que ça interpelle beaucoup plus surtout. Le M23, l'AFC qui demeure, disons, une couverture politique, et de l'autre côté, le bras armé, le M23. On accuse qui? On accuse encore le Rwanda, c'est-à-dire, même si en partie aussi on mentionne l'ancien président Kabila, il faut se dire que entre le gouvernement congolais et ces différentes coalitions-là, enfin je parle de l'AFC, de M23, ce n'est pas une première qu'il y ait, disons, un accord de cessez-le-feu, un accord de paix. Ces conflits-là sont historiques, il faut le rappeler, mais il y a eu quand même beaucoup plus de gonflement du poids de ces conflits-là, autant de Kabila qui proposait ses services à un moment donné avant c'est-à-dire s'engage dans une nouvelle bataille, disons même enfin judiciaire, parce qu'il a été condamné par la justice congolaise avec, disons, le gouvernement congolais. Il avait proposé ses services d'aider son pays à en finir avec ces différents conflits-là. Il y a aussi ce même gouvernement qui c'est-à-dire le pointe comme étant quelqu'un associé de près, disons, à tout ce que nous savons aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau à l'est du pays. Donc, encore une nouvelle fois, Dieu sûrement peut-être va revoir le cas de la RDC. Pour le moment, ces accords-là, à moins que nous voyons la fin, mais il faut se dire que tout est beau sur papier, mais en réalité sur le terrain, il y a encore ces conflits qui existent à l'est du pays, et ça continue, disons, à endeuiller des familles, d'impacter au quotidien, c'est-à-dire les citoyens, et surtout comment trouver aujourd'hui la voie vers la paix. Cette voie-là reste encore, disons, avec beaucoup plus d'embûches. Alors, Mabel Leba, ces 6 accords entre les rebelles et la RDC. Mohamed Loba, vous me nommez 2 fois Mohamed Loba ici. 2 fois. Monsieur Yaya, toutes mes excuses. Je ne suis pas un bas. Toutes mes excuses. C'est bon, hein? C'est une bonne chose. Qu'on vous appelle bas. Acceptez-le. En plus, nous ne sommes même pas amis. Donc, toutes mes excuses. Oui, monsieur Ba, soit dit en passant. Ces 6 accords, j'allais dire. Voilà ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que aujourd'hui, encore une fois, parce que disons que l'OM23, l'AFC est sur une bonne position, comme on le dit souvent, dans un langage courant. Donc, ils maîtrisent la situation. D'accord. Nous avons de l'autre côté le Rwanda aussi qui semble bénéficier, d'une complaisance apparente des États-Unis. Donc, parce qu'après, avant que les États-Unis n'apparaissent publiquement, on le disait, il y a de cela une décennie, que là aussi, c'est les États-Unis qui protégeaient, si vous voulez, le Rwanda pour pouvoir, à travers cette rébellion ou ces groupes de rebelles, exploiter, faire transiter les ressources exploitées, éventuellement amener vers les États-Unis. Donc, il y avait beaucoup d'observateurs qui pensaient que, parce que je lisais un ouvrage qui faisait cas de la guerre secrète au niveau de l'Afrique centrale, vous lisez cet ouvrage, vous verrez très bien que c'est évidemment un schéma très cynique qui continue d'être déroulé au niveau de la RDC. Malheureusement, les Congolais ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, les ressources constituent une menace même pour le pays, alors que c'est un État qui fait face à beaucoup de défis sécuritaires, des défis infrastructurels. Donc, c'est ce qui fait que déjà même la RDC a du mal aujourd'hui à contrer, si vous voulez, la montée en puissance de ces groupes de rebelles, parce que les infrastructures routières ne sont pas là, et puis il y a ces zones qui sont inaccessibles, même pour les forces armées congolaises. Donc ça reste un défi aujourd'hui, et c'est un pays très vaste, 8 fois la France. Voyez-vous que donc c'est pas facile de contrôler quand vous n'avez pas les moyens requis. Donc c'est dans ces contextes-là que certains États, à travers la bénédiction de certaines puissances, continuent justement d'agresser injustement la RDC aussi qui refuse de voir la réalité en face
et d'en tirer toutes les conclusions et de voir ce qu'il faut pour la stabilité de RDC. Ça ne peut pas continuer comme ça quand même. Les instabilités politiques freinent le développement économique et je pense que la RDC doit pouvoir s'en rendre compte au-delà de tout et savoir sur quel pied marcher, avec qui marcher, éventuellement mettre définitivement à cette crise-là parce que, encore une fois, c'est elle qui subit et il faut mettre fin à ces hostilités. D'accord, c'est la RDC qui subit, mesdames et messieurs, l'émir du Qatar qui est donc au Congo, espérant que ces partenariats, ces accords signés entre ces deux diplomaties pourraient quand même mettre fin à ces conflits historiques. Merci donc, monsieur Yaya Diallo. Merci, Kébé Fatou. J'étais en train de dire encore le bas. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné ce matin. Merci à vous. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je constate déjà une complicité très douteuse entre Mohamed et Fatou. Nous ne sommes pas forcément amis. Enfin. Mais vous n'êtes pas des ennemis non plus. Parce que cette complicité quand même interroge. C'est bien. C'est vrai. Merci Mohamed Leba pour ces analyses et décryptages. Merci Fatou Kébé. Merci à tous. Ça n'est donc fini pour cet autre numéro du Scanner. Premier numéro de la semaine, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous pour demain pour un autre numéro, bien sûr. Au revoir.